Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles, et oui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je suis très content. Je suis très content parce que nous allons pouvoir parler d'un film qui m'a été soumis lors d'un quiz, le dernier gagnant du quiz, qui s'appelle Poufy, m'a soumis plusieurs films et j'ai choisi un de ces films, L'Ascension de 1977 de Larissa Shepitko. C'est une adaptation de l'œuvre Sotnikov de Vassil Bykov de 1970. C'est un film avec Boris Plotnikov, les noms ils vont être un peu compliqués, de Boris Plotnikov et de Vladimir Gostyukhin. C'est un film qui a été célébré, très apprécié par la critique. Il a reçu l'Ours d'Or à la Berlinale 1977. C'est un film qui dure 1h51 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien l'action du film se déroule en Biélorussie pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux partisans soviétiques sont faits prisonniers par les Allemands. Ils apprennent qu'ils doivent être pendus. Oh là là. Et l'un d'eux, Rybak, craque et accepte de collaborer avec les Allemands. Et l'autre, Sotnikov, eh bien, lui, il affronte calmement la mort. Alors, prix, réputation à cause du sujet, c'est vrai que le film est connu plus pour son histoire et pas forcément pour le cinéma qu'il dégage. C'est toujours un peu la même impression quand il s'agit de ce genre de sujet. On met en avant plus l'histoire avec le grand H qui est dépeint dans le film, que plutôt les relents de cinéma. Alors, je ne dis pas que je vais réussir à vous montrer ce qu'il y a de cinéma là-dedans, mais le film en tout cas est très fort à ce niveau-là. Et je pense qu'il est fort dans les deux sens. C'est un film qui malheureusement ne m'a pas marqué tant que ça. Je trouve que Requiem pour un massacre, qui est fait donc par le mari de Shepitko, est plus fort, et encore, ça c'est très relatif, mais il y a quelque chose dans ce film qui est plus éthéré. Mais alors pourquoi j'ai choisi ce film ? Eh bien c'était dans une liste parmi d'autres films suggérés par Poufy, les autres étant Martin de Romero qui est sorti en 1977 et La Maison assassinée de Lautner que je pensais prendre d'ailleurs, sorti en 1988. Mais j'ai choisi L'Ascension parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de films russes sur cette chaîne, que ça sortait de ma zone de confort par rapport à La Maison assassinée qui a quand même des sacrées allures de thriller, et j'aime bien les thrillers, et là c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu, donc moi ça m'a fait plaisir d'essayer de choper des choses dessus, de creuser un peu le sujet tout simplement. Et je vous en ai ressorti une vidéo où il y aura un peu une description de comment ça s'est passé le tournage et quelques éléments de réalisation, rien de bien extraordinaire, mais je peux vous assurer que c'est un film qui, je pense, quand même ne laisse pas un petit peu indifférent si vous êtes un peu sensible à l'âme russe, hein, pourrait-on dire. Je ne suis pas du tout familier avec le cinéma soviétique des années 70, donc c'était aussi une occasion pour moi de découvrir, peut-être même par la grande porte, parce que voilà, L'Ascension a quand même été très coté, par la grande porte, le cinéma de ces années-là. Alors pour bien faire les choses quand même, j'ai vu Wings, donc qui est le film de Shepitko de 1966 sur une ex-pilote d'avion qui essaye de revenir à la vie civile, mais l'appel des airs, l'appel de l'avion lui revient un peu dans la face jusqu'à la fin du film. You and Me qui est sorti en 71, mais j'ai eu des petits problèmes avec les sous-titres, donc j'ai un peu survolé le film. Et le film Larissa, le documentaire réalisé par son mari pour lui rendre hommage. Donc c'est un rapport incomplet que je vais vous proposer, hein. C'est un peu voir le film en interne. Il y a eu beaucoup de textes sur le film à l'occasion de sa ressortie. Il y a eu une entrevue très intéressante sur le site l'histoire.fr, un dialogue entre Eugénie Zvonkin et Antoine Debec. J'en ai récupéré quelques passages. Il y a pas mal de traces sur la confection et la production autour du film, notamment le Wikipédia anglais qui renvoie à quelques liens intéressants. Pour moi, ce n'est pas facile d'embrasser le film. Mais je pense que c'est l'austérité et aussi, moi, j'ai pas été partisan. Encore une fois, ce sont des films qui se rapprochent de la guerre, même si, et on le verra un peu plus tard dans la critique, il y a eu un paradoxe entre un film qui dépeint la guerre de façon crue et comment dire, avec une véracité, et en même temps, Larissa Shepitko n'a pas fait la guerre. Est-ce que le film est un cours d'histoire ?
je n'ai pas envie de parler de ça, moi. J'ai pas envie de parler d'histoire, parce que la critique est là pour dresser un portrait de cinéma et pas un portrait d'histoire, mais la chose n'a pas été écrasante. On nous fixe assez rapidement le contexte. Un espèce de groupe qui fuit dans la neige, poursuivi par les nazis. Voilà, et on le perçoit assez rapidement. Je dirais que c'est un film qui est plus nécessaire que ses précédents films. Comme ça, quand je le perçois. C'est un film plus rare, parce que le sujet est plus rare. Pour elle, il y avait un besoin physique de faire le film. Faire le film comme, pour souvent, pour certains réalisateurs, comme si c'était le dernier. Et il se trouve que ce film est son dernier film. Le thème de la guerre est plutôt notable chez elle, comme il s'insère dans le monde moderne dans Wings. Et là, elle a souhaité faire un film directement sur la Seconde Guerre mondiale, car ce qu'elle y voyait pouvait être appliqué à ce qu'elle voyait dans le climat de la culture soviétique de l'époque, où elle a vécu, elle. Ce n'est pas un film de guerre à proprement parler, avec des mouvements de troupes, des choses comme ça, mais c'est plutôt de la guérilla, c'est ce qui se passe pendant la guerre. Il y a des éléments du film qui sont des éléments de guerre, présents au départ, et qui disparaissent, et ça j'ai beaucoup aimé, qui disparaissent au fur et à mesure pour laisser place à autre chose, une autre ambiance, un autre rapport au décor, au personnage. D'ailleurs, le film lui-même est séparé en deux, entre le moment où nous sommes dans la forêt et le moment où nous sommes dans le camp des nazis. J'ai entendu que le film pouvait faire une sorte de propagande, alors plus ou moins. Je comprends que voilà, on montre le Russe qui ne faiblit pas face à la torture, par rapport à Ryback qui lui est carrément est l'inverse total. Donc c'est plutôt équilibré. Et puis bon, dire que c'est un film de propagande en commençant le film montrant l'armée en demi-teinte fuir face aux nazis vis-à-vis des décisions prises aussi par les personnages. C'est pas vraiment une bonne image des Russes. Même si voilà, on a par exemple une symbolique qui est claire par rapport au personnage de Sotnikov, c'est qu'il a son calot. Et dessus, il y a la faucille et le marteau. Donc c'est vraiment l'âme russe du pays qui est invincible, qui ne va pas faiblir par rapport à Ryback qui ne l'a pas, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc lui qui est faible, voilà. Ce n'est pas un film qui appuie avec de la musique et tout ça. Alors, à la fin, oui, quand il y a la pendaison, parce que c'est le moment, c'est le climax du personnage de Sotnikov. L'aspect de propagande, s'il devait y en avoir, ne m'est pas apparu, et si ça m'est apparu, ça ne m'est pas apparu comme insupportable. C'est avant tout un film de lutte contre l'environnement, dans sa première partie en tout cas. Comme certains films, vous savez, Aguirre, la colère de Dieu, on est vraiment pas loin de ça, de Werner Herzog. C'est un contraste entre la première partie du film et la deuxième moitié qui se déroule dans le camp. Dans les contrastes également, contraste de noir et blanc, beaucoup plus de blanc et de nuances de gris, et dans la deuxième partie, du noir, pur et sombre. Svonkin, dans l'interview avec Debec, disait « À chaque fin de tournage, Larisha Shepitko se retrouve à l'hôpital. À la suite de You and Me, elle s'est fait extrêmement mal à la colonne vertébrale. Elle est alitée, enceinte de son fils unique, et lit à l'hôpital la nouvelle de Sotnikov, qui résonne avec son histoire personnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'elle va mourir. La question de la mort et de vie est quelque chose qui traverse le film de façon extrêmement puissante. La réalisatrice elle-même, semble-t-il, a vécu la guerre à travers l'abandon de la famille par le père, avec un divorce avec la mère. Et en effet, ce rapport à la mort suggère une dimension spirituelle, d'où le titre du film, L'Ascension. La réalisatrice dit à propos de ce film que la nouvelle dont il s'inspire, donc la nouvelle Sotnikov, l'a beaucoup touché. Le problème de l'immortalité de l'âme, dit-elle, était directement lié à ma vie. Il s'identifiait d'une façon curieuse à ma personne. Il s'agit de l'immortalité spirituelle parce que dans notre siècle matérialistico-technique, la question de l'esprit devient impérative. Dans la nouvelle, il est fait beaucoup plus allusion au Christ et à Judas que dans mon film. Mon film est un voyage vers l'humanité, vers le devenir de l'être humain à l'intérieur des deux personnages. Si vous voulez plus de détails,
C'est URSS, Continuité du réalisme socialisme, de L et J. Schnitzer pour le magazine Écran 74, numéro 26, cité par M. Martin. Voilà, donc il y a une interview. Si vous retrouvez l'écran 74, vous pourrez, numéro 26, vous pourrez lire le papier en entier. Moi, je n'ai eu justement à disposition que ce fragment-là. J'avais pu atteindre certains écrans, mais c'était pas les bons, dans une petite bibliothèque à Strasbourg. C'est un chemin de procession que nous voyons dans le film. Un récit qui devient d'abord un récit de guerre, ou en tout cas d'apparence de guerre, qui devient un récit mystique. Et en cela, le film a besoin plus d'une seule vision pour être pleinement ressenti. La première fois que je l'ai vu, oui, en effet, j'ai eu un souci de regard, j'ai des choses qui m'échappent, des beautés de plans qui m'échappent, parce que c'est lié aussi à une mystique. Je parle de parcours mystique, mais il fallait aussi à un moment se rapprocher de l'expérience des soldats soviétiques pendant la guerre. Donc il y a eu un casting avec des acteurs dont le passé pourrait s'intégrer dans le personnage qu'elle voulait leur faire interpréter. Donc il y a eu un casting généralement de gens peu connus ou complètement inconnus pour que leur notoriété ne fasse pas de l'ombre au personnage du film, évidemment. Le film a quand même un gros développement psychologique. Ce sont des personnages en doute ou en crise. Ça se voyait déjà dans Wings, ça se voyait déjà dans You and Me. Il y a la société et il y a l'individu, avec une prise de conscience et un changement d'état, littéralement. Vraiment, encore une fois, le film fonctionne sur deux pôles, et on a le basculement d'un pôle à un autre. Quelque chose qui est de l'ordre du concret, la guerre, et peu à peu, nous basculons sur un changement d'état lié à quelque chose de plus éthéré, de plus absolu, de plus mutique également. Et ça amène aussi à des imageries presque de rêve, des imageries qui provoquent une confusion. Il y a même des moments où il y a littéralement une confusion. Il y a une projection d'images dont on n'est pas sûr de la nature, dont on n'est pas sûr de la réalité, de la véracité. Il y a l'image d'un homme qui fuit et qui se fait abattre. Mais ça ne nous est pas immédiatement perçu comme étant un fantasme, quelque chose de fantastique. C'est un motif qui est utilisé pour montrer la folie de Ryback. Je vais dire Ryback, plus simple. Ce motif, il est repris à la toute fin. Je croyais qu'en fait c'était, par exemple, quand ils se font choper dans la petite maison, après ils sont embarqués sur un traîneau, et avec la femme qui les avait hébergés pendant un temps, malgré elle d'ailleurs. Et je croyais que le mec qui se faisait fusiller tout au loin, eh bien c'était le mari de la femme, donc de la femme capturée par les deux soldats. Mais en fait non, c'est une peur projetée de Ryback. Encore heureux d'ailleurs qu'ils se retournent, et même, ils ont tous des barbes que, en fait, pour moi c'était pas évident, j'avais pas repéré que c'était Ryback. Lui, il est condamné à souffrir moralement, il se désintègre, il est dans un état, Ryback, d'anéantissement, complètement impuissant. Et c'est au moment d'ailleurs où il veut se suicider qu'il a une sorte de révélation, voilà. Alors que Sotnikov, lui, il devient peu à peu un martyr christique, avec un enjeu de lumière, même de lumière intérieure. Il y a la lumière qui vient lui creuser le visage comme si c'était un envoyé de Dieu, vraiment, vous savez, avec la musique, oh, voilà, des choses comme ça. Avec la petite fille, à un moment, qui arrive en prison, elle a couvert ses cheveux, on dirait la Vierge Marie. Enfin, on a des touches comme ça pour évoquer le martyr, pour évoquer Jésus-Christ. Et c'est affirmé par la volonté de la réalisatrice que Sotnikov ressemble à Jésus. C'est une consigne donnée à sa directrice de casting. Alors que les officiels voulaient que son personnage soit plus héroïque, plus viril, ce qui était un peu le cas de Ryback au départ. Et je pense que le plan qui introduit cette transcendance, c'est un champ contre un champ absolument magnifique. Quand il est contre un arbre et qu'il essaye de dégager des branches qui se mettent au niveau de son visage. Et ça crée en fait une fragmentation de son visage et même une sorte de continuité, parce que nous allons avoir en fait comme des nervures qui vont se former, qui vont se tracer sur son visage plusieurs fois dans le film, et ça va vraiment, amener visuellement, via le décor naturel, une sorte de mue de transformation du personnage. Quand il est contre l'arbre,
il mue, littéralement. Il fait une transition psychologique vers un autre état, un état un petit peu, oui, de martyr. Vous savez, avec les regards en l'air, un peu dans le vide, comme s'il voyait autre chose. Vous savez, un petit peu comme le regard de cette fille dans Martyr, donc le film de Pascal Laugier, où elle regarde dans le vide et après on rentre dans ses yeux, on voit l'espace et des trucs comme ça. Eh bien là, on est un peu à ce niveau-là. Et c'est comme si, quand il cassait la branche qui est gelée, c'est pour presque revenir dans le réel, parce qu'il était en train de divaguer. C'est, je pense, une idée un peu de lâcher prise. Vous savez, c'est un petit peu comme la fin de Wings, donc de 66, où on a l'héroïne qui est portée par les étudiants pilotes et mécaniciens qui démarrent l'avion et part, voilà. Une fois dans les airs, elle se laisse aller au gré de ses souvenirs et elle refait un peu les mêmes gestes que dans le passé. Maintenant, je m'interroge sur une autre notion. Sotnikov a tout d'un martyr. Et la trajectoire me fait légèrement penser, mais parce que je l'ai vu récemment aussi, à Une vie cachée, le héros dans Une vie cachée de Terrence Malick, qui décide de faire aussi une sorte de lâcher-prise sur l'autorité et d'aller jusqu'au bout de son idée, jusqu'au bout de sa conviction absolue, quitte à en mourir évidemment. Et c'est un petit peu, alors c'est pas du tout raconté de la même façon, hein. Une vie cachée, c'est une relation, on va dire épistolaire, mais enfin en partie, ici nous avons un peu la même sensation d'absolu, c'est-à-dire que Sotnikov s'élève un peu au-dessus de lui-même. C'est l'idée, encore une fois, d'ascension, c'est un rappel religieux, avec des dialogues qui vont dans ce sens-là, une démarche aussi assez imperturbable de la réalisatrice quant à le magnifier par la lumière, par le regard. Il y a un travail sur le regard de l'acteur, évidemment. Et là où nous avons peur et nous attendons d'avoir cette peur de la pendaison, eh bien, Sotnikov, pas du tout. Et nous avons une suite de plans, de visages, où il y a un contrôle sur les paupières et les clignements de l'œil qui sont absolument incroyables, mais il y a une intensité dans ces visages, dans ces regards qui se font à la fin du film. C'est vraiment, c'est une très très belle scène, la pendaison, hein. J'aurais jamais pu penser dire ça un jour, mais la pendaison, c'est très très bien. Non, mais la façon dont elle met en scène la pendaison, c'est assez remarquable, avec une musique forte émotionnellement. Après, je ne sais pas si cette ascension via la figure du martyr, on peut l'ériger comme un modèle de vertu. Bon, hein, l'absolu aveuglement, c'est jamais quelque chose qui soit, c'est jamais quelque chose qui est célébré. Mais l'aspect biblique, oui, clairement, comme je vous le disais, la façon dont il est éclairé, Sotnikov, c'est qu'il a la foi. Donc on va le représenter comme ça, avec la lumière. Il devient une figure qui est christique. La scène après la torture, il y a une perception claire qu'il ne va rien lâcher. Il y a, un peu une ombre du visage de Maria Falconetti, je crois, dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, qui n'est jamais très loin quand on regarde vraiment, vous savez, le regard, vraiment le visage. Eugénie Svanking disait dans cette interview avec Debec que la non-action du personnage devient héroïque. C'est quelque chose qu'on n'attend pas d'un soldat ou d'un officier ou quelqu'un qui vit une guerre. La seule chose qu'il fait, c'est prendre les péchés de toute l'humanité sur lui en disant « Je suis le seul responsable, les autres n'y sont pour rien, tuez-moi ». Et puis il tente jusqu'au bout de sauver l'âme de son ami Rybak qui est en train de se fourvoyer. Ce qui est biblique ou christique, c'est cette idée du combat entre l'âme et le corps, qui n'est pas une thématique soviétique. C'est une idée, de se sacrifier pour un idéal, voilà. Et elle continue, Svankin, dans ce film, il y a une idée de sacrifice. Le héros n'est pas celui qui se bat jusqu'au bout, mais celui qui renonce à tout au bon moment. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ça qui fait cette bascule entre Rybak et Sotnikov. À partir de là, Sotnikov est une figure de martyr. Cela étant, il y a une culture dans le cinéma et dans la littérature de l'époque stalinienne de l'homme blessé.
tous ces récits de gens qui se traînent blessés sur des kilomètres. Ça me fait penser au film de Zahler, Bon Tomahawk, où on a le marais qui se traîne sur des kilomètres. Mais c'est pas la même chose, on est d'accord. Mais la thématique de l'homme blessé, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est peut-être à creuser. Et tout cela est mis un peu en contraste avec Ryback, qui lui manque de courage. Je ne le juge pas, hein. Moi je sais pas comment j'aurais réagi face à une chose pareille, face à la torture, c'est quand même une chose qu'on souhaite à personne, hein. Avec Ryback qui dit je suis un soldat, toi tu es un cadavre quand il le voit en prison, et Sotnikov qui dit va donc vivre sans conscience. C'est terrible. Mais ça c'est une réplique comme ça qui est envoyée. Et pourtant, Ryback, il essaie de le convaincre, hein, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ryback reste seul avec ses remords, cette langue de l'ennemi qui tambourine dans ses oreilles. Et comme pour beaucoup de films, hein, moi je pense aussi à Stalker, c'est un film sur la profondeur du sentiment, quel qu'il soit. Bon, ça a toujours été un petit peu... on va dire théorique pour moi, mais c'est aussi que voilà, je ne suis pas très friand de ce type de mise en scène. Je peux être friand de ce type de film, sur les sentiments profonds. Mais la mise en scène russe ne m'a jamais créé beaucoup de remous. Vous savez, il y a un mec qui parle et qui dit tout haut, et un autre qui ne dit rien, et le spectateur doit percevoir l'amplitude du moment. Et ça, c'est quelque chose que je perçois beaucoup dans ces films-là. Je le perçois aussi un petit peu... moi, je l'ai perçu aussi un petit peu dans Bardo, de Inaritu. Je l'ai perçu aussi dans un film, je me souviens plus du réalisateur, mais le film était assez remarquable. C'était « C'est difficile d'être Dieu », je crois. Ou « C'est difficile d'être un Dieu ». Un espèce de film où on est dans des souterrains, à n'en plus finir, on aurait cru voir la clepsydre, mais avec un fisheye. Enfin, le truc était étouffant, c'était assez génial, l'impression du film. Mais par contre, on s'écroulait en fait à la fin du film, tellement c'était insupportable. Mais c'était, vous savez, de l'insupportable maîtrisé, clairement. C'était pas insupportable parce que le film, on pouvait pas tenir. Non, c'était à des dessins précis. Vous savez, la puissance des symboles convoqués, si on les connaît pas, ça marche pas. Tu passes aussi à côté du film. Moi, ce film-là, il n'a pas marché pour moi. Qui plus est, quand tous ces dialogues sont un peu déclamés sur le même ton, je pense que ne pas connaître la langue russe, ça aide aussi beaucoup à avoir du mal à rentrer dedans. Ne pas avoir vu aussi beaucoup de films russes n'aide pas. Donc ça, je pense qu'en fait, c'est un film qui n'est pas pour des gens qui veulent découvrir le cinéma russe. Je trouve que Wings est plus facile d'accès, par exemple. Parce que peut-être c'est plus simple. C'est quelque chose qui est moins abstrait, éventuellement. Et comme par hasard, la seule chose abstraite dans Wings, c'était quelque chose que je trouvais mal amené. C'était une affaire de montage, je pense. Mais ce film-là, si on n'est pas très sensible à la notion de martyr, aux notions bibliques, on passe à côté, mais réellement. Et puis certaines personnes ne sont pas chrétiennes et encore moins orthodoxes. Alors oui, j'ai lu qu'il y a des rapports entre Jésus et Judas. Mais à part des trucs un peu vaseux, sans grande valeur, je ne saurais pas moi-même les développer. Et c'est pour ça que j'ai lu sur le film. Donc je ne suis pas certain que ça ajoute quoi que ce soit de le savoir. Et j'ai l'impression dans ce cas-là de passer à côté d'une signification de film, qui pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais reparler de la figure du martyr, alors qu'on l'a tant eu, et on l'a eu aussi dans le cinéma américain, à part crâner auprès des autres cinéphiles... en fait, je vous fais de la rétention d'analyse. Ce que je veux dire par là, oui, mais ça vous trouverez sans difficulté. Donc il y a des trucs qui m'échappent comme ça. Il y a une légère frustration à voir ces choses m'échapper. Mais au final, puisque de base, émotionnellement, c'était compliqué de rentrer dans le film, il y a quelques moments qui ont bien marché, quand il rentre dans le camp, la pendaison, mais tout le reste. Je pense que je préfère prendre le film comme un drame psychologique. Je pense que c'est plus abordable pour moi. Et puis bon, il n'est absolument pas
question de l'aborder comme un film où il y a du combat ou de la guerre. On n'est pas là pour voir des combats, on est là pour voir comment vont se comporter les deux personnes face à la perspective de la mort. Par exemple, la scène du grenier, dans la maison, quand on a l'Allemand qui dit à haute voix qu'il va effectuer une rafale de mitraillettes, eh bien on voit leur réaction. Ah oui, la mort, mais aussi la torture. Et là, on a des positions morales, avec la mère qui a 3 enfants, et ça reste après une sorte de joute verbale. Pas grand-chose d'autre. Rester fidèle à ses convictions ou plier le genou? Résister ou collaborer? On a 2 personnes, 2 faces d'une même pièce qui se battent en duel. Un dilemme avec des choix et des conséquences. Il y a celui qui semble être le héros qui devient faible et celui qui est faible au départ qui devient le plus fort. Et c'est tout. Voilà. Moi, je pense que je suis un peu trop rationnel. Je comprends plus un rapport psychologique qu'un rapport spirituel. Ça, c'est vrai. Totalement. Comparer les soldats à des martyrs avec des références christiques n'est pas nécessaire à la compréhension de la détresse et de l'abandon qui est présent dans le film. Et avec cela, Shepitko met en avant un problème qui n'est pas la présence des nazis, mais la présence des traîtres, ceux qui ont accepté de travailler avec les nazis. Le collaborateur Portnov est un cruel, un cynique, impressionné par d'ailleurs la détermination de Sotnikov. Sotnikov était un enseignant en maths et il devient une figure beaucoup moins pragmatique, la plus spirituelle, qui échappe complètement aux menaces et à la torture de Portnov. Portnov est finalement montré à la fin comme étant un adjuvant à Rybak, qui est vraiment montré comme une pauvre merde. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce plan comme ça sur la sortie du camp, parce qu'il rêve d'échapper en fait à cette servitude. Mais malheureusement, ça lui sera refusé. Vers la fin du film, on voit justement Rybak, Portnov et les nazis, et on perçoit vraiment la hiérarchie. Même si c'est pas dit clairement, mais on perçoit une hiérarchie, malheureusement. C'est terrible. Ça, c'est plutôt réussi. Mais encore une fois, je perçois beaucoup plus le rapport psychologique que le rapport spirituel. Par rapport à d'autres pays, le film doit passer par l'approbation du gouvernement ou se faire censurer. Wings a été limité, puis banni. The Homeland of Electricity n'a jamais été montré au cinéma. You and Me a été lâché, c'était finito. Elle a été hospitalisée et à la sortie du film, ce n'était guère plus un soulagement. Il y a une censure qui supprima des scènes clés. Shepitko a dû se battre pour chacune d'entre elles. Ce fut pas forcément une bataille gagnée à chaque fois, évidemment. Et voilà, les temps sont durs pour elle. La fatigue physique, mentale. Et quand on va mal, eh bien c'est une période propice à la création. Et elle commence à travailler sur un projet en 71 et prévoit de changer le ton du film en cours de route, mais Mosfin la remplaça pour un réal qui ne cassait pas les couilles. Alors déjà en confrontation avec le comité de la cinématographie, avant même que le projet ne démarre. Alors il y a eu 4 ans pour obtenir des autorisations pour tourner le film, donc l'Ascension. Le début du tournage commence en janvier 74, avec un tournage en hiver à moins 40 degrés. Déjà que moins 20 degrés, c'est plutôt vénère. Alors moins 40, j'ose même pas imaginer. Et Shepitko refusait un traitement de faveur. Elle était habillée comme les autres, pour ressentir leur souffrance qui les traverse, ressentir l'hiver. À un moment, il y en a un qui traîne l'autre dans la neige, et ça dure. Elle filme, je sais pas si c'est elle qui le filmait vraiment, mais le mec là, je crois que c'est Rybak qui traîne Sotnikov comme ça dans la neige, et oh là, tu sens que c'est embourbé, et c'est un peu l'impression qu'on a. Je pense que c'est quelque chose qui l'animait avec son mari. On dirait un petit peu le garçon et la fille qui traînent dans la boue dans le film de son mari, donc Elem Klimov, Requiem pour un massacre. Il y a vraiment l'épreuve de la neige. Svonkin dit dans l'interview cette idée que pour que la vérité surgisse, il faut que le tournage soit une épreuve. C'est assez extrême, mais c'est comme ça qu'elle perçoit en fait le tournage en fait, et ce fut une inspiration pour l'équipe de tournage. Sa conviction, sa croyance dans le travail, et bien dans l'équipe, dans ces conditions, c'était nécessaire d'avoir une réalisatrice solide.
Elle était nommée, je sais pas, c'était un peu pour la taquiner, mais elle était nommée par Boris Plotnikov, donc celui qui joue Sotnikov, Dostoïevski en jupe. Voilà. Tout le monde était gelé, tout le tournage, mais personne ne se plaignait. Il y a eu un même traitement pour la réalisatrice, qui était pourtant la plus faible, que pour tous les autres membres. Pas de traitement de faveur. Et bien qu'étant dans la douleur, la réalisatrice se traînait dans la neige pour filmer les deux acteurs qui rampaient au sol. La lenteur du réel, les prises longues, quand il enlève sa botte, ce qui n'en finissait pas. Et en cela, on perçoit vraiment que c'est un travail qui mêle en même temps du réel et en même temps quelque chose de formaliste, parce qu'il y a quand même le jeu avec la neige, aussi un travail d'ingénierie, parce que moi je pense à ce plan qui est assez minutieux où nous sommes dans la forêt et la caméra s'éloigne du camp du groupe pour après avoir une espèce de rupture avec de la neige qui tombe sur le dos d'un des deux soldats, donc je ne sais plus si c'est Rybak ou Sotnikov, quand ils partent comme ça du camp, et il y a ce mouvement de travelling, je pense qu'il doit être cumulé avec un zoom. Je me souviens plus exactement, mais c'est aussi un travail formaliste par moment. Elle fait pas vraiment dans l'improvisation ou l'inspiration. C'est vraiment un travail minutieux sur chaque scène, sur chaque plan. Finalement, tout ce qui était spontané venait des contraintes de l'environnement. Le premier point important, c'est l'environnement. Pourrait-on dire, elle a un regard naturaliste. Le sol se confond avec le ciel dans la première partie du film. L'idée d'éléments, l'air dans Wings, ou l'eau sous toutes ses formes dans l'Ascension, c'est quelque chose pour la conception de sa mise en scène qui est important. Le film commence et se termine par des paysages enneigés. Et dans cet environnement enneigé, on va travailler le noir et le blanc pour former des silhouettes dans la neige. Ce noir et blanc va créer des contrastes entre les personnages et l'environnement, pour mettre en valeur, pour dire que ces gens existent dans ces plaines qui n'en finissent pas. Et tout cela, l'idée d'existence de ces personnages est aussi alliée au son, les respirations, les pas dans la neige, et puis le vide. Combien de plans il y a du vide, il y a des déséquilibres, il y a un regard vers le vide, il y a des regards où il y a juste rien devant nous, où il y a la nature, mais il n'y a pas d'homme dans la nature. Le plan, le contre-champ de Sotnikov quand il est contre l'arbre, et on voit juste de la neige et de la nature, et rien d'autre. Et en cela, on en revient au deuxième point qui est important, c'est le point de vue. Le regard et l'objet de ce regard. C'est presque, un peu vulgairement, mais c'est presque un peu un effet Kuleshov dans le film. Vraiment l'effet Kuleshov dans son sens le plus pur, c'est-à-dire un regard neutre. Et à partir de ce regard neutre qui ne bouge pas, on met un plan à côté et il va se créer quelque chose. Quand le film était terminé, eh bien, il n'y avait pas vraiment, vous savez, de manuel à respecter pour être en bonne relation avec le comité qui allait valider le film. En ce temps-là, ça restait nébuleux. La seule chose qui était sûre, c'est que le gouvernement allait regarder le film en premier. L'Ascension doit sa sortie qu'à une seule chose incroyable, c'est que pendant le visionnage, Piotr Macherov, qui était le premier secrétaire du Parti communiste biélorusse, si je ne me trompe pas, Macherov était un vétéran de guerre, un membre du mouvement partisan biélorusse. Et donc, avec cette sortie de film compliquée, le film allait être banni, les autorités qui trouvaient que toute parabole religieuse prenait le pas sur l'histoire partisane, eh bien le mari, Klimov, il tenta un move, comme on dit. Il rencontra Macherov, donc ce premier secrétaire du parti, biélorusse, c'est pas parti Russie, mais biélorusse, lui-même partisan pendant cette guerre. En gros, si j'ai bien lu, les Allemands ont pendu sa mère pour collaboration avec les partisans. Et Macherov croyait avoir un espèce de travail efféminé de réalisation. Mais après 20-30 minutes, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Et au milieu du film, c'était la fontaine, devant les responsables qui étaient présents également. Et à la fin du film, Macherov prit la parole pendant 40 minutes, alors que normalement, la parole est du moins gradée au plus gradé. Pendant 40 minutes, il n'y avait aucun enregistrement de cette parole, mais Klimov témoigna à sa femme que le speech de Macherov était le meilleur qu'il ait jamais entendu. Il y a eu un autre témoignage aussi
le témoignage de l'écrivain et vétéran Ales Adamovich, qui était présent pendant la projection et qui décrivait Machérov qui se questionnait « Mais d'où vient cette fille qui n'a jamais rien connu de la sorte et qui connaît pourtant tout cela? Comment peut-elle l'exprimer ainsi? Elle l'avait touché en plein cœur. » Et le film fut accepté sans changement. L'Ascension fait partie des films qui ont eu du mal dans leur propre pays, du mal à être vus, j'entends. Mais en France, on a toujours une grande soif de voir du cinéma soviétique. Et grâce au Parti communiste français, qui avait des ciné-clubs un petit peu partout sur le territoire, eh bien ce film a pu être vu. Je terminerai avec le numéro d'octobre 1977, donc le numéro de Positif de octobre 1977, donc le numéro 198, page 65. J'étais allé le récupérer, j'ai pu le trouver. Une toute petite note sur le film, c'est 3 fois rien, c'est presque un peu déprimant, mais encore une fois, des fois on ne perçoit pas en fait le film quand il sort comme ça un peu de nulle part. Qu'est-ce qui est dit dans Positif sur le film? C'est un film d'esprit contemporain coulé dans une vision ancienne. Le cinéma héroïque et positif d'il y a 25 ans, non point dépassé, repensé par son essence, mais courageusement corrigé, rectifié dans le détail du scénario. Voilà. Alors, sur ces paroles, je peux pas dire plus. En fait, moi qui pensais faire 20 minutes seulement sur le film, mais là je me suis bien trompé. Je n'ai pas aimé le film. Mais vous savez, c'est un manque de perception, d'engagement. Ce n'est pas une irritation, j'entends. Voilà. Vous savez, quand je passe 10 jours sur un texte, ou voire même un mois entier sur un texte, à lire, à écouter des choses dessus, je commence à accepter aussi ses qualités et à comprendre qu'il y a juste des affinités que je n'ai pas avec le film. On peut faire un travail sur un film qu'on ne reverra pas, qu'on n'a pas aimé, ou plutôt duquel on ne retirera rien. Mais ça peut être toujours un bon travail, hein. Un bon travail critique. Un travail critique au final, c'est quoi, hein? Qu'est-ce qu'un bon travail critique? C'est déjà se poser la question de quoi ça parle, et aussi donner au spectateur une idée de à quoi ça ressemble, même en faisant une critique négative. Il faut essayer d'extirper quelques éléments du film qui donneront quand même une envie au public de s'intéresser au film. Quelle est l'expérience du film? Voilà. Et puis une partie où on parle un peu aussi de sa propre expérience. Il faut rendre tout cela un petit peu vivant. Je pense que c'est bien d'avoir choisi au final un film qui me fait un peu résistance, pour que je puisse quand même faire ce travail de défrichage, ce travail de commentaire. Et je remercie Poufi pour cette suggestion. En plus de découvrir une réalisatrice, une de plus à ma connaissance, ça fait plaisir. Je lui mettrai, si je mettais 12 à Wings, c'est à l'Ascension, je lui mettrais 13. Parce que la montée est belle, l'ascension dans le scénario est belle, la fin est très belle. Il y a quelques moments qui sont bien, ces moments de projection, comme je vous disais, d'hallucination, qui sont bien. Ces regards, il y aura quelque chose qui restera, je pense. Mais pas plus que 13. Parce qu'il y a après l'engagement, l'envie de revoir. Est-ce que j'aurais envie de revoir ce film? Je pense pas. Mais on n'est jamais sûr de rien. Peut-être que quand j'aurai 10 ans de plus, je reviendrai vers ce film. Mais en attendant, écoutez, il y aura toujours forcément cette frustration de ne pas avoir atteint le centre du film. Mais c'est important de partager quand même, pour ne pas oublier ces films-là. Alors encore une fois, à vous également de me suggérer des films si vous gagnez un quiz. Et oui, il faut être là pendant les quiz, mesdames et messieurs. Des quiz qui peuvent arriver à tout moment. Mais il faudrait aussi que je fasse des annonces sur YouTube, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont pas sur X, qui ne sont pas sur Discord, qui ne sont pas sur Facebook et qui loupent des fois les annonces des quiz. Donc n'hésitez pas à rejoindre en fait ces réseaux sociaux. Et quant à moi, je m'efforcerai à mettre aussi des petites annonces sur l'onglet communautaire de
YouTube. Voilà. Et bien sûr, les gens qui gagnent les quiz, ils peuvent me soumettre une petite liste. Et dans cette liste, je sélectionne un film que je vais travailler après, comme ça a été le cas récemment pour Buffet froid et pour l'Ascension. Voilà. Eh bien, la prochaine critique, est-ce que c'est encore une critique de quiz? Eh bien non. Non, j'ai choisi, sur une sorte d'impulsion que m'a donné l'Ascension, j'ai décidé de parler du film de son mari, Requiem pour un massacre. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça il faut pas faire, hein. Voilà, donc la prochaine critique, c'est certainement pas la semaine prochaine, ça va me nécessiter un peu de temps, mais la prochaine critique, c'est Requiem pour un massacre, c'est Come and See, viens et vois, j'espère que ça vous plaira, enfin, le sujet est un peu aride, hein. Mais vous pouvez le regarder, Requiem pour un massacre, de même que l'Ascension, en intégralité sur YouTube, avec des sous-titres. Je crois que Requiem pour un massacre est d'ailleurs sur le YouTube de Mosfilm, et si ça se trouve, l'Ascension aussi. Il faut le taper le titre anglais, je pense que vous aurez des chances pour le trouver assez facilement, avec des sous-titres calés. Donc n'hésitez pas, allez les voir, ce sont des films remarquables, qui méritent d'être remarqués. Je ne dirais pas qu'ils sont les films préférés, des films bien, comme on dit, par rapport à des films mauvais, mais ce sont des films qui se remarquent, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie du soutien, je vous remercie pour vos futurs commentaires. Quant à moi, eh bien, je rends l'antenne. Merci encore de votre soutien depuis, pour certains, si longtemps. Et pour les gens qui me découvrent, merci d'avoir vu cette vidéo, de l'avoir écoutée plutôt. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!